Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 7 juillet 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés avec les minutes de la Fed en ligne de mire ce soir. Mais avant ça, Wall Street a terminé hier un peu en ordre dispersé puisque le Dow Jones et le S&P 500 ayant décliné sous l'effet du recul des secteurs étroitement liés au rebond de l'économie, comme le secteur des finances, tandis que le Nasdaq, encore une fois, eh bien, a établi un nouveau record en clôture. Alors, en l'absence d'indicateurs majeurs, eh bien, l'annonce d'une croissance moins rapide que prévu du secteur des services en juin eh bien, a suffi à faire baisser légèrement le marché qui s'est ensuite quelque peu repris par la suite. Cela a aussi poussé les taux obligataires à la baisse puisque les taux des emprunts américains à 10 ans est descendu sous la barre des 1,40 pour la première fois depuis fin février. On a eu une accélération du repli jusqu'à même 1,34% et donc une progression moins vigoureuse de l'économie américaine eh bien, tend à éloigner la perspective d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, ce qui peut peser aussi à la baisse sur les taux des emprunts d'État. Donc on fera le point aussi côté graphique puisque la baisse des taux eh bien, généralement a tendance à favoriser la hausse du métal jaune qui actuellement tente de franchir la fameuse zone des 1800 $. Ce matin, les bourses européennes, elles, sont en hausse. Elles entament un rebond dans les premiers échanges, effaçant une partie des pertes de la veille dans l'attente de la publication des minutes de la Réserve fédérale ce soir. Donc, optant pour l'optimisme ce mercredi, les investisseurs vont porter leur attention sur les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale américaine publié dans la soirée. Ce matin, en Allemagne, la production industrielle a reculé de 0,3% en raison notamment des problèmes actuels d'approvisionnement en matériaux et composants qui plombent un peu le secteur. Et enfin, en Europe, eh bien, la Commission européenne va pour sa part dévoiler aussi ses prévisions économiques, tandis que du côté des indicateurs, cet après-midi, les emplois vacants aux États-Unis seront aussi au programme. Côté macro, justement, nous avons eu hier le seul indicateur économique qui était l'ISM manufacturier aux États-Unis. Et donc, force est de constater que les indices ont un peu cédé du terrain après l'annonce d'une croissance moins rapide que prévue du secteur des services en juin. Toutefois, force est de constater qu'on était sur des niveaux records. Le dernier chiffre au mois de mai s'établissait aux alentours de 64. On est tombé aux alentours de 60. Certes, on est quand même sur des niveaux plutôt excellents, j'ai envie de dire. Donc forcément, après une euphorie, retour à la normale. Et c'est ce que je vous disais depuis la semaine dernière. Attendez-vous maintenant à avoir des indicateurs économiques, des statistiques qui vont un peu se stabiliser. On va avoir ce qu'on appelle une normalisation de l'économie. On a eu un très fort rebond depuis plusieurs mois de l'économie et des statistiques macro, que ce soit les PMI, que ce soit en Chine aussi. Maintenant, c'est logique, j'ai envie de dire, d'avoir un repli de ces indicateurs. On était sur des niveaux historiques, jamais vus depuis maintenant 1991 même. Bref, on était sur des niveaux records. Donc forcément, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il est tout à fait logique, après un fort rebond économique, d'avoir tout simplement une phase de stabilisation des indices, que ce soit des PMI manufacturiers ou non manufacturiers. Donc certes, c'est un peu fait corriger le marché, mais pour moi, c'est tout à fait normal. Après l'euphorie, on revient quand même de très très bas. On a eu une forte accélération en seulement quelques mois.
Donc, au bout d'un moment, on arrive sur un plafond de verre et donc une phase de stabilisation, mais surtout de normalisation au cours des prochains mois devrait se mettre en place. Et donc, les opérateurs vont donc devoir s'habituer à avoir des chiffres un peu moins bons que les mois précédents après une telle accélération à la hausse de nombreux indicateurs économiques. Ici, nous avons les prévisions de Goldman Sachs concernant le S&P 500 et les bénéfices par action, donc les EPS. On constate ici en bleu que nous avons des bénéfices par action qui devraient continuer de croître au cours de l'année 2021, 2022 et 2023. Par contre, assez étonné de voir que Goldman Sachs n'a pas trop envie de se mouiller et prévoit un S&P à 4300 points fin 2021 pour ensuite viser 4600 points fin 2022. Donc là, Goldman Sachs prévoit une stabilisation de l'indice. Assez étonné de ces perspectives de la part de Goldman Sachs, étant donné que je vous avais montré en parallèle les jours précédents et la semaine dernière, un peu, on avait fait le point sur le S&P 500, on avait regardé un peu les saisonnalités du S&P 500 selon la première année de l'élection présidentielle, selon les performances face au premier, deuxième trimestre et selon la performance face au premier semestre et premier et deuxième trimestre. Et bon, d'un point de vue, ça reste encore une fois des probabilités et des statistiques, mais les données montraient généralement que quand le S&P 500 réalise un très bon Q1, Q2 et un très bon aussi premier semestre, généralement l'indice tend à réaliser une année plutôt excellente et pareil, un deuxième semestre qui devrait suivre aussi avec des performances plutôt encourageantes. Donc là, Goldman Sachs, eux, voient plutôt un S&P commencer à se stabiliser, pourquoi pas même corriger avant de revenir sur les 4300 points. Mais les statistiques, elles, nous montrent que l'indice S&P 500 devrait quand même continuer sa hausse, poursuivre son ascension et accroître ses gains encore sur l'année 2021 pour aller chercher, à mon avis, je pense, un peu plus haut, 4400, 4500. En tout cas, vu l'état actuel des choses, je ne serais pas surpris d'avoir un S&P à la fin de l'année à 4400, 4500 points. C'est tout à fait possible quand je vois la performance qu'on a réalisée sur les précédents mois. Le seul petit problème, selon moi, qui pourrait venir un peu gripper tout ça, ce serait, comme je vous le disais, soit des anticipations de la Fed sur l'inflation complètement erronée. Donc, si on n'a pas une inflation transitoire et qu'elle se transforme en une inflation durable, effectivement, là, les marchés ne devraient pas apprécier les mauvaises projections de la Fed. On pourrait avoir une perte de confiance et donc une dégringolade. L'autre élément, ce serait à partir du mois de septembre, à la fin de l'été, la diminution des rachats d'actifs, donc le fameux tapering. Donc là aussi, la Fed tente un peu de préparer le terrain pour savoir comment les marchés vont réagir, mais tôt ou tard, elle va devoir se retirer des marchés qui sont déjà sous perfusion depuis pas mal de temps. Donc là aussi, ça va être intéressant de voir comment vont réagir les marchés face à l'effet du tapering. Et autre élément, justement, ce serait la normalisation et la phase de stabilisation des données macro. Comme je vous le disais, après l'euphorie qui a quand même bien dopé la hausse du marché action, si on assiste à une phase au Q3 de stabilisation et de normalisation des données macro, eh bien forcément, les investisseurs ne vont pas prendre de risques et pareil, l'indice pourrait se tasser. Et donc effectivement, on pourrait avoir
un énorme range et se stabiliser autour des 4300, 4400 points d'ici la fin de l'année. Donc pour moi, voilà les éléments qui pourraient freiner la hausse. Les annonces de la Fed, les perspectives d'inflation et une phase de stabilisation, comme je vous le disais, de normalisation maintenant des indicateurs macro et microéconomiques. Donc là maintenant, le prochain catalyseur qui va démarrer la semaine prochaine, ce sera bien entendu les résultats des entreprises au deuxième trimestre qui sont censés être quand même monstrueux. Donc maintenant, les opérateurs vont se tourner vers les résultats du Q2, du deuxième trimestre. Et encore une fois, si on dépasse les attentes, ce qui devrait être le cas, je vois mal le S&P reculer, en tout cas dans l'état actuel des choses. Bien au contraire, à mon avis, cela devra encore porter le marché action vers de nouveaux records. Côté graphique, maintenant, direction notre indice national, le CAC 40. Alors, en légère hausse ce matin, on avait quand même eu un rebond. Finalement, bon, on commence un peu à s'essouffler, à manquer de carburant. Pour ma part, rien n'a changé. J'attends toujours ma zone clé pour tenter potentiellement quelques achats proches de la MM50, comme toujours. Alors oui, on est sorti du canal haussier, donc effectivement, cela plaide pour une correction un peu plus profonde ou au moins une phase de stabilisation de l'indice. Donc, je surveille la zone maintenant des 6450 points. C'est une zone intéressante qui a été travaillée par le passé à de nombreuses reprises. Donc 6450, 6460, 465 points à peu près. Voilà, c'est la zone où j'aimerais commencer à potentiellement trouver quelques achats pour tenter un rebond. On est peut-être aussi dans un espèce de biseau, fanion, dans une phase de consolidation. Là, j'estime qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On n'est pas sur des niveaux clés. Donc, toujours un repli plus conséquent, voilà, vers 6450, 6465 points. Pourquoi pas sur excès carrément aller chercher la magnifique zone ici des 6400 points. Donc là, ce serait vraiment une zone parfaite. Mais pour l'heure, voilà, j'estime encore qu'on est au milieu de nulle part. De nouveau, on tente d'enfoncer un peu cette zone de polarité. Là, c'est le cas. Bon, à la hausse, c'est très clairement le break des 6579. Si on fait une belle cassure Tenkan Kijun en daily qui pourrait pousser l'indice, voilà, si on casse ici cet oblique et qu'on réintègre le canal, donc pourquoi pas avoir un beau signal technique à l'achat pour se repositionner. Mais dans le cas contraire, voilà, j'attends une réaction de l'indice sur la MM50, du moins le plus près possible de cette moyenne mobile pour tenter de jouer un rebond technique. 6420, ce serait pas mal aussi. Venir chercher voilà, la Tenkan, 6420, 6450. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu chercher ce niveau. Bon, c'est ma zone en tout cas que j'attends maintenant sur le CAC 40. 6420, la moyenne mobile et 6471. Bon, bah, j'ai deux niveaux. Très clairement, soit on a la Kijun à 6420 qui est un peu plus bas, effectivement. Donc là, ce serait vraiment une prise d'appui sur le bas du biseau. Sinon, niveau intermédiaire, ça reste voilà, 6450, 6470 à peu près. Et donc en données 4 heures, bon, je constate que le marché est en train de nouveau d'essayer d'enfoncer ce support. Donc, s'il cède sous la pression vendeuse, eh bien, je viserai comme toujours mon objectif qui m'intéresse ici. On aurait la moyenne mobile 204 heures qui viendrait en plus soutenir les prix. Donc là, on a une belle zone à travailler, en tout cas à l'achat en intraday.
Alors en swing, plus compliqué. Si ça part, il faudrait vite protéger, mais au moins en intraday, pouvoir mettre à profit ce beau niveau avec la même 200 qui devra arriver en soutien. Et si on enfonce, eh bien, je viserai mon plat Tenkan, voire 6400, 6420 plat Tenkan hebdo, suivi de cette belle zone de support horizontale. Concernant le DAX, on est dans un range toujours sur le DAX. Je ne vais pas regarder le cash parce que je trouve qu'il n'est pas très intéressant, si ce n'est, encore une fois, vous voyez que la moyenne mobile 50 fait vraiment obstacle au prix, hein, elle joue vraiment son rôle de support, on n'arrive pas à aller en dessous, on fait de l'excès sur mèche, mais pour autant, on n'a pas non plus une grosse accélération baissière. Et si on va sur le futur, encore une fois, on tente même de nous faire une cassure Tenkan Kijun, à voir si ça va être validé, mais je trouve qu'en donner 4 heures, c'est très propre. Le range est parfait, on est vraiment bien respecté dans ce range, encore une fois. Et ici, sur les futurs, c'est très très propre. On a un beau range qui se matérialise comme il faut avec une borne basse à 15 450, allez un peu sur excès, 15 440. Une résistance intermédiaire, hop, qu'on est venu chercher ici, finalement ça cède. Enfin, on est venu échouer et les vendeurs se manifestent ici avec un excès sur 15 750. Donc pour moi, rien n'a changé depuis le début de la semaine sur le DAX. Intervention sur les zones clés. Et là, ça offre quand même pas mal de points, je trouve, en intraday, si on cherche à se positionner sur la borne basse, sur la résistance intermédiaire ici à la vente. On a certes des excès, mais pour l'instant, ça offre quand même, on a une belle réaction du marché sur ces trois niveaux. Borne basse, résistance intermédiaire, résistance haute. Là, en données 4 heures, en données 1 heure, bon, on est plutôt sur des doji. Ça hésite, en tout cas, j'aimerais bien de nouveau qu'on remonte et qu'on nous fasse une belle bougie baissière comme ici. En données 15 minutes, est-ce qu'on a plus d'éléments? Non, on est dans un range. J'ai l'impression qu'on est dans un range en données 15 minutes, très clairement sur le DAX. Hop. Et pareil, la sortie de ce range devrait peut-être nous donner une accélération haussière, de nouveau faire de l'excès en direction des 15 700. Et à l'inverse, si on sort par le bas de ce range, eh bien, de nouveau, viser les 15 450, moyenne mobile 50. Et si on casse, retour sur la borne basse du range. Le Dow Jones, intéressant le Dow Jones, dans le sens où belle réaction du marché sur la borne haute, encore une fois, avec un avalement haussier. Toutefois, dommage qu'on ait autant de mèches. Alors oui, en plus, on a ouvert avec un léger gap haussier, on a avalé la bougie précédente, donc avalement haussier. Mais ce qui me dérange, c'est vraiment la mèche basse, parce que la mèche basse est plus grande que le corps de la bougie. Donc généralement, un avalement haussier, la force vendeuse se trouve dans le corps de la bougie et pas dans les mèches. Et là, on a quand même eu une belle remontada en fin de séance et j'aurais préféré qu'on n'ait pas autant de mèches, que la mèche basse ne soit pas plus grande que le corps de la bougie, ce qui montre quand même que les acheteurs sont quand même bien présents. Mais j'ai du mal à passer haussier sur le Dow Jones avec une réaction sur un niveau clé de marché, à savoir la bande haute. Ici, on a vu une étoile filante, ici un cloud cover, ça avait quand même donné une belle réaction du marché. Ici, c'est le cas. Donc, avalement baissier, donc même s'il est incomplet selon moi, on reste quand même sur un pattern de retournement. En données 4 heures, pareil, on a quand même eu une belle bougie par contre en 4 heures, vous voyez, un bel avalement baissier, assez propre. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, le marché, il a retracé de combien de pourcents le niveau de Fibo, peut-être sur le niveau des 38, sur le niveau des 50.
Donc là, c'est intéressant, effectivement. Le Dow Jones a tendance à remonter généralement sur le niveau des 61,8, 50 voire 61,8, mais je reste baissier tant qu'on le marché ne parvient pas à reconquérir les 34 650. Moi, c'est baissier. On avait vraiment une belle bougie flux en données 4 heures, on bougeait daily, et donc pareil, un retour sur les 34 002 ne serait pas à exclure. Si on va chercher les futurs, on se rend compte pareil qu'en données daily, finalement, voilà, on a eu un bel avalement aussi, qu'on est en train de regagner du terrain, mais pas convaincu par cette hausse, très clairement. Encore une fois, en données horaires surtout, où se constitue. Ouais, sur le niveau des 50%. Donc c'est une zone à travailler ici, le niveau des 50 et 61,8 pour essayer de se repositionner dans le sens du flux, pour moi qui a été déclenché, qui est vendeur. Donc dans l'attente d'un chandelier de retournement, au moins, je ne sais pas, sur l'unité de temps, au moins horaire si possible, mais cette zone va m'intéresser à la vente. Pour me dire que on était sur la bande haute du range, on a eu l'avalement baissier, on a eu un avalement 4 heures, on tente de reprendre de la hauteur, mais j'estime qu'ici, on pourrait essayer de se repositionner avec un stop loss assez serré, car si on repasse au-dessus des 61,8, pour moi, on va retracer toute la hausse, mais de me dire que on peut potentiellement repartir à la baisse et donc travailler cette zone des 34 500, 34 560 avec un chantier de retournement pour viser de nouveau les niveaux de support. Essayer de repartir à la baisse sur le milieu de range, tout simplement. Donc là, effectivement, la moyenne mobile 50 a parfaitement joué son rôle de support ici. On n'a pas réussi à la break, mais voilà, le chandelier baissier ici m'invite à la prudence, très clairement. J'ai l'impression quand même qu'on est sur un niveau clé et que les vendeurs se sont bien manifestés sur la borne haute du range. De ce fait, une nouvelle rotation des prix ne serait pas à exclure, en tout cas sur le Dow Jones. L'euro-dollar maintenant. Qui poursuit sa dégringolade. Finalement, on a eu une belle clôture hier sous un 18,20. Ça reste extrêmement baissier. De toute façon, je ne change toujours pas mon fusil d'épaule et je vise les 1,1730, 1,1710, comme toujours. En données 4 heures, on a eu une belle cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. Voilà, on est venu faire le pullback sur l'indice 75. Derrière, cassure Tenkan Kijun. Chikou libre de tout obstacle. C'est baissier. De toute façon, c'est baissier. On n'a aucun signal haussier sur les autres unités de temps, que ce soit en 4 heures ou en horaire. En daily aussi. Donc, rien n'a changé pour moi. Tant qu'on ne franchit pas la Tenkan, en fait, des 1,1875, 1,1880. Difficile d'être haussier sur cette paire ou au moins d'espérer une reprise haussière. On est toujours sur un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, de plus en plus bas. Donc un flux vendeur à court terme. Et j'aimerais bien qu'on vienne chercher voilà, la borne basse du range. Pour ensuite, essayer de se positionner à l'achat, le plus près possible de cette zone. On a quand même, j'ai l'impression qu'on a un bon niveau. Voilà, qu'on a un beau niveau ici, très clairement. Pas mal de mèches. Voilà, pour moi, toutes les mèches ici, ici, là, pas mal de mèches, les mèches basses, donc 1,1750, ouais. 1,1725,
1,1750. C'est vraiment l'objectif que j'ai. Et ici, par contre, commencer à chercher des achats. Le GBP USD, très rapide, je l'attends sur les 1,3680. Avec arrivée de la MM50, là, c'est une zone qu'il va falloir mettre à profit et travailler à l'achat. Pareil, j'estime qu'on est dans un range sur cette paire. Et on travaille un support intermédiaire, mais pas très convaincant, quoique on a quand même un petit niveau. Mais là, ce serait parfait qu'on vienne, qu'on continue d'accélérer à la baisse et qu'on vienne chercher ce niveau. Avec soutien de la MM200, borne basse du range. Donc, la logique veut que les prix effectuent une rotation complète. En train de l'effectuer, il manque pas grand-chose. Donc, j'attends toujours cette zone pour vous proposer un plan à l'achat sur le GBP USD. Donc, avec l'arrivée de la MM200, la MM50 qui, elle, n'est pas très loin non plus. Compliqué qu'elle remonte jusqu'à ces niveaux si on accélère à la baisse assez rapidement, mais on reste dans une dynamique haussière. On a une phase de consolidation sur cette paire. Et très clairement, j'estime qu'on arrive, qu'on n'est pas très loin d'un gros niveau à 1,3680, 1,37. En données 4 heures, pour l'instant, ça reste quand même plutôt baissier. Ce matin, on a tenté d'enfoncer le support des 1,38. On reste quand même dans une dynamique baissière, coiffée par la MM50, sous le nuage. Donc très clairement, bon, des achats ici, ça peut se tenter, mais ça reste assez risqué. Je reconnais qu'on est sur un beau niveau de support, mais j'estime que le support parfait, ce serait les 1,3680 pour avoir un joli trade swing, pour aller chercher 1,38, 1,39 et pourquoi pas aller chercher un peu plus haut. Mais voilà mon plan sur le GBP USD, c'est les 1,3680. Ce support, en tout cas ce bas de range, m'intéresse énormément. L'AUD USD range finalement sur cette paire. Belle réaction des prix une nouvelle fois sur la ligne de coup. On avait un beau doji ici derrière avec la sortie de l'ISM. Eh bien, l'AUD a quand même bien plongé. Et on est dans un range en fait. Très clairement, on est dans un range toujours. L'ETE, l'ETE n'est absolument pas invalidé, mais une nouvelle fois, il va falloir travailler cette paire dans un range 4 heures. Voilà, très clairement ici. On est dans un gros range avec ici un excès baissier, avec la fausse cassure des. Donc là, pour moi, on est plutôt dans un bear trap. Mais voilà, on a un range assez parfait. Donc pour l'instant, j'estime que on n'est pas sur un niveau très intéressant. C'est surtout la zone ici à la vente qui m'intéresse, qui donne quand même pas mal de pips à chaque fois. Mais très clairement dans un range et j'attends toujours. Donc là, à la hausse, effectivement, on a fait un avalement haussier sur la borne basse. Donc, voyons voir maintenant si le marché a la capacité de retourner sur la borne haute. Mais c'est surtout cette zone haute, moi, qui m'intéresse à la vente pour essayer de nouvelles fois repartir à la baisse et avoir la cassure pour accompagner le flux qui est baissier finalement. On est dans une tendance quand même qui reste baissière, dans une phase de consolidation et donc si possible essayer de se repositionner à la hausse ici, enfin à la hausse, de se repositionner à la baisse si le marché remonte sur ce niveau pour de nouveau faire cette phase de ping-pong et espérer vraiment la cassure de la MM50 pour aller chercher plus loin. Voilà, très clairement, si on break ce niveau, l'ETE sera parfaitement validé et je pense qu'on pourrait vraiment avoir une grosse accélération baissière. Et donc si on se positionne de nouveau sur la borne haute du range 4 heures qui correspond à la ligne de coup, eh bien ça nous offre un excellent ratio risk-reward si derrière finalement le marché réussit à aller un peu plus bas. Mais pour l'instant, tant qu'on reste soutenu par la MM50,
eh bien les acheteurs défendent bec et ongle ce niveau. NZD-USD, même constat en fait, on a la MM50, vous voyez, qui, pareil, c'est une copie de l'AUD-USD en hebdomadaire avec cette MM50 qui vient soutenir les prix. C'était le plan que je vous proposais la semaine dernière en vous disant soit on part dans un range, soit on l'enfonce. Dans ce cas-là, aller chercher les 0,6780. Là, on est sur une belle zone de support que les acheteurs défendent et aussi couplé avec la même 50. Donc, résultat, ça nous donne un range, encore une fois. On est sur un range en données 4 heures. Donc là, on a eu un bel avalement baissier, on est au milieu du range. J'estime qu'il n'y a absolument rien à faire. Soit on tente des achats ici, on a la MM50 qui remonte, donc effectivement, ça pourrait bloquer à partir des 0,6960 pour tenter de nouveau une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Soit on attend, encore une fois, une réaction du marché pour se positionner à la vente avec un stop loss au-dessus de la MM50, de la MM200, juste ici, et on espère une nouvelle rotation des prix vers la bande basse avec cassure de la MM50 et cassure de la zone de polarité. Et là, très clairement, si on enfonce, je vise les 0,6780. Donc pareil, si on a une belle réaction du marché ici avec un stop loss juste en haut, logiquement, si les différents TP derrière sont atteints, ça offre aussi un excellent ratio. Mais pour l'heure, en données daily, ça reste baissier, on consolide. Très clairement, on consolide. On n'arrive pas à faire la rotation partielle parce qu'on a la MM50 qui est juste en dessous, là, qui remonte juste ici. Mais on reste quand même dans un flux baissier, une phase de consolidation. Pour moi, on attend les niveaux clés pour se positionner et espérer une reprise de la baisse pour aller chercher derrière potentiellement voilà, la bande de base de ce canal et venir taper les 0,6780. Et pour l'heure, il est encore trop tôt, mais au moins surveiller ces différents niveaux pour intervenir sur le marché. Le gold, qui finalement hier, je trouvais ça bizarre, qui tente de s'extraire par le haut de la zone 1790-1800 en l'absence des Américains, enfin des investisseurs US. Finalement, c'est le cas. On a clôturé avec une bougie qui est vraiment moche. Comme toujours, hein, quand les investisseurs européens prennent des initiatives, et ben, si ça ne va pas dans le sens des investisseurs américains, et bien tout de suite, on est vite rattrapé. Comme ce fut le cas ici, avec, je ne me souviens plus quel jour c'était, mais on avait eu un jour férié aux États-Unis, on avait tenté de franchir les 1900 derrière, gros avalement, dégringolade par la suite avec les annonces de la Fed. Là, ce fut le cas, mais en tout cas, ce matin, pareil, on tente une nouvelle fois de franchir la zone. Donc, on a clôturé pile poil sous la zone de support des 1790, 1790-1800. C'est surtout la clôture hebdomadaire qui va m'intéresser, étant donné qu'on arriverait enfin à s'extraire de la Kijun. Ce sera un premier point intéressant, mais pour l'heure, quand même, je trouve plutôt intéressant la dynamique des prix sur le gold. On est repassé au-dessus de la zone, en tout cas on tente de repasser, et je verrai bien les 1830 et 1850. En données 4 heures, on pourrait se dire qu'on a eu un pullback, en tout cas on est sorti de cette zone, on reprend de la hauteur, on tente d'amorcer finalement une reprise haussière, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Je verrai bien un prochain, en tout cas je vise maintenant 1830 et 1850.
sur le gold, même si la bougie d'hier était un peu... c'est pas une bougie très convaincante, très clairement dans la cassure il y a beaucoup trop de mèches, on n'a pas de corps, c'est pas du tout une bougie flue et directionnelle. Toutefois, ce matin, finalement, eh bien, cette bougie n'a pas permis au marché de repasser sous les 1790-1800. Bien au contraire, on tente de nouveau de repasser au-dessus de la zone. Donc, c'est plutôt encourageant pour le gold, plutôt haussier maintenant, et je vise, voilà, là on a un gros niveau, un gros morceau, ça va être compliqué d'aller chercher MM50, MM200 Kijun Daily, avec Chikou qui arriverait en plein dans la Kijun, donc là, prochain TP 1830, ensuite 1850. Et si on réussit à s'extraire de cette zone, ce serait très beau. Tout simplement, ce serait assez convaincant pour la suite et de se dire que finalement, on a une grosse frayeur ici, mais que le gold pourrait de nouveau retrouver le chemin de la hausse. Mais à court terme, en données 4 heures, voilà, tant qu'on ne repasse pas sous la Kijun, je reste haussier. Donc pourquoi pas tenter des achats si on a un repli vers le niveau des 1800 et de la Kijun, mais c'est ce niveau-là qui donnera le là pour la suite. Si on repasse en dessous, eh bien avortement et de nouveau grosse pression baissière. Mais là, tant qu'on est au-dessus de la Kijun, eh bien j'ai bon espoir que le gold amorce, moins tente d'amorcer une reprise haussière pour aller chercher les différents niveaux. Donc 1830 en TP1, 1830 en TP2. Le Brent. Qui a été un peu chahuté avec les accords, du moins les accords, oui, de l'OPEP, mais les incertitudes autour des accords et des décisions de l'OPEP. Pour le coup, on a quand même eu une bougie de retournement. On a eu un avalement baissier. Donc, face à ça, j'ai du mal maintenant. J'avais déjà un peu de mal avec la hausse en vous disant qu'hier, quand même, le gros potentiel haussier avait été déjà fait, qu'on arrivait sur des niveaux techniques importants, soit des zones mensuelles de prix sur le light, du moins le WTI, sur le Brent, on est sur l'oblique haussière. Donc face à tant d'éléments techniques, j'avais du mal à espérer une hausse plus importante. En parallèle, on a quand même eu un avalement baissier ici. Là, on a eu un bel avalement baissier. Là, on est en train de reprendre de la hauteur, mais je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. En parallèle, on a quand même validé une divergence baissière, juste ici. Elle n'est pas monstrueuse non plus, mais voilà, on est au-dessus de la ligne des 50. On a validé cette divergence baissière. Voilà. Le TP, ce serait d'aller chercher les 71. Donc j'ai presque envie de passer vendeur maintenant sur le pétrole. Me dire que là, on a un rebond après une chute de quasiment quand même presque 3%. On reprend de la hauteur, mais c'est l'avalement. C'est l'avalement baissier sur l'oblique avec validation de divergence. Non, je ne peux pas passer haussier. Alors peut-être que je me trompe. Effectivement, c'est quand même très fort, mais j'estime qu'on est sur une zone clé, qu'on a eu l'avalement, divergence validée, que là on joue le rebond actuellement. Qu'on a retracé en données horaires. Voilà, on a fait le double creux ici, magnifique double creux avec divergence haussière, super. Donc 50% de retracement, on est dessus. On a atteint l'objectif majeur. Donc là, il y avait un petit rebond à jouer ce matin. Double creux avec le magnifique avalement horaire ici, divergence haussière validée.
je sens que ça va bloquer ici. Et j'ai bien envie maintenant qu'on a eu un flux baissier, rebond, de me dire que ça va repartir en direction du sud. Et qu'on a atteint un objectif majeur et qu'un stop loss placé au-dessus des plus hauts, eh bien, devrait conduire, en tout cas, ce serait le plan que j'ai, un stop loss au-dessus des plus hauts, me dire qu'on a eu un rebond, qu'on a atteint l'objectif majeur des 50%, que c'est uniquement un rebond technique et que maintenant, on va repartir, que l'avalement baissier à divergence baissière H1 vont prendre le dessus sur l'oblique de long terme et qu'on va aller chercher des niveaux de support intermédiaires. On va repartir en direction du sud. Et voilà, on travaille la résistance des... On est trop sur un gros niveau en fait. Et pile poil sur le niveau voilà, de la zone de polarité intermédiaire qu'on avait juste ici, les plus hauts de 2019. On a une grosse zone de prix à 75, 60. Et pile poil dessus. Ouais, non, la prudence est de mise et j'ai envie de passer baissier maintenant sur le pétrole. Voilà. Pour moi, on a un objectif majeur qui a été atteint, un chandelier de retournement, une divergence baissière daily. Là, on a une deuxième divergence hebdo qui est en train de se former. Donc, non, je ne passe pas aussi, en tout cas, avec tant d'éléments techniques baissiers. Et même chose pour le light. C'est exactement la même chose. On est venu taper la zone, finalement hier, la zone mensuelle. C'était le niveau que j'attendais sur cette zone. Bel avalement baissier, on a quand même une bougie flux. Voilà, on n'a pas de divergence par contre, mais bon, on a une bougie flux. On a quand même lâché 3%. Bougie flux baissière qui break le support. Là, on fait le pullback. Ouais. C'est la même chose que sur le Brent. Pour moi, voilà, avec un stop loss au-dessus de la zone en swing et on espère un retracement en direction des 71. Là, on a fait les 50%, je vais me mettre en données horaires. Ouais, c'est la même chose. Divergence haussière. Double creux, on a retracé les 50%. Quasiment. Là, on est sur une grosse résistance. Bon. Pour moi, c'est un rebond. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est dans un rebond, dans un flux baissier qui a été amorcé, avec un champ de retournement dans une zone mensuelle. La zone est juste magnifique. Et qu'on a une bougie flux et directionnelle, que là on fait le rebond, et que j'ai bien... Voilà, c'est mon biais à moi en tout cas, j'ai le sentiment qu'on peut aller chercher 71,50, voire la moyenne mobile 50. Donc on a quand même fait une belle hausse, on a quand même pris 10 $ en ligne droite en l'espace de seulement un mois. On est quand même monté un peu vite, un peu haut, et que maintenant, une phase de repli, de stabilisation serait plutôt légitime et envisageable. En tout cas, j'arrête d'être haussier sur le pétrole et j'ai plutôt envie de passer baissier avec les éléments que je viens de vous indiquer. Voilà ma vision concernant le marché pétrolier. Le Bitcoin. Bon, il ne se passe rien. Passez votre chemin. Très clairement, toujours aussi léthargique, on a un peu un encéphalogramme plat. Il y a d'autres cryptos où il se passe de l'action, mais là, le BTC, je reviendrai quand il me donnera quelques signes de vie. Mais je vois rien d'intéressant à vous proposer, si ce n'est encore une fois de vous dire, essayez de tenter des achats au plus proche de la borne de base du range, si possible avec un excès sur la borne de base du range, mais au plus près possible de la moyenne mobile 50. Mais on a un gros manque de volatilité là depuis maintenant la semaine dernière.
le Bitcoin est décédé. Tant sur, comme je vous le disais hier, on avait l'Ethereum, on a d'autres cryptos qui sont quand même plus intéressantes, je trouve, dans les altcoins. Mais sur le BTC, c'est compliqué. C'est compliqué en données journalières, hebdo, tant que la MM200, la MM50 n'est pas enfoncée et que la borne de base du range n'est pas enfoncée, je continue de viser une reprise en U sur le BTC. En données journalières, micro-range, le double creux ici, ça devient compliqué même. Bon, voyons voir la réaction des prix sur la MM50, c'est ça qui m'intéresse. En données 4 heures, potentiellement, j'ai l'impression qu'on consolide dans une figure chartiste. Un triangle. Voilà. On a un petit triangle. Bon. Accélération haussière, ouais, pas vraiment un fanion parce que le mât est pas assez long, mais bon, triangle de consolidation, à surveiller. Voilà. Je coupe les mèches, non, plutôt la mèche haute sur le BTC. Bon, voilà. Pour moi, on est dans un triangle. Si on break la borne basse, eh bien, vous connaissez le plan, moi, c'est d'aller chercher la borne basse du range et la MM50 hebdo. Et à l'inverse, en cas de cassure de borne haute, eh bien, on aurait la moyenne mobile 50 journalière qui est juste au-dessus. Et donc, on breakerait en même temps la MM50. Et donc, on serait un peu maintenant libéré de pas mal d'obstacles pour accélérer en direction des 40 800 $. Voilà un peu le plan à court terme sur le BTC. Mais pour l'heure, il se passe absolument rien. Donc, mettez une alerte à la hausse ou à la baisse sur l'une des deux bornes pour surveiller la rupture du triangle qui devrait logiquement donner le tempo pour la suite. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et on se retrouve donc demain pour faire un nouveau point complet sur la planète finance.